Bonjour à tous et bienvenue au Jardin de Luchan. Qui n'a jamais rêvé d'un beau jardin dont la pelouse bien verte sert d'écrin à des massifs plantureux, plein de couleurs et plein de parfums? Le problème, c'est que quand il s'agit de démarrer un jardin et qu'on n'a pas trop l'habitude, qu'on n'a pas trop d'expérience, on sait souvent pas trop par où commencer. Quelle taille doit avoir mon massif? Quelle forme? Qu'est-ce que je peux y planter? À quelle distance? Pour quelle saison? Autant de questions qui au final peuvent décourager les plus motivés. Alors du coup on achète des plantes un petit peu au hasard et ça peut bien souvent se solder par des échecs et puis par des pertes d'argent. Dans cette vidéo, je vous propose donc de faire un petit tour des critères essentiels à prendre en compte quand vous voulez composer un massif qui soit beau et intéressant toute l'année. J'espère que ces conseils pourront vous aider à vous lancer. Et puis si vraiment vous vous sentez dépassé, n'hésitez pas à vous faire aider. Au-delà des vidéos qui sont disponibles sur la chaîne, je vous propose également un service de coaching, d'accompagnement pour la création de vos massifs. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à consulter mon site Coaching Jardin Béarn. Je vous mettrai bien sûr le lien en description. Et sur le site, vous pouvez via le formulaire de contact me laisser un petit message en m'expliquant un petit peu votre projet. Allez, on commence tout de suite avec le premier point à prendre en considération dans l'aménagement d'un massif. La première question, c'est bien sûr de savoir à quel endroit vous voulez implanter votre massif. Alors on peut très bien utiliser un massif pour border un terrain. Alors ça peut être simplement pour se cacher du vis-à-vis, ça peut être pour créer un point focal qui attire l'œil, pour éventuellement couper des vents dominants, ça peut être également aussi tout simplement pour faire le lien avec le paysage alentour, ou pour se créer un petit cocon de verdure qui nous isole du monde extérieur. On peut bien sûr aussi installer des massifs plus à l'intérieur du terrain, mais alors attention quand vous installez un massif à l'intérieur du terrain à ce qui ne semble pas un petit peu perdu au milieu de nulle part. Si vous débutez, concentrez-vous peut-être sur un seul massif en prenant en compte tous les paramètres dont je vais parler par la suite. Plus tard, vous pourrez composer d'autres massifs qui vous permettront de faire un écho au premier que vous avez composé et puis dans lequel vous pourrez éventuellement rectifier certaines erreurs que vous aviez pu commettre au départ. Quand vous choisissez l'emplacement de votre massif, il faut aussi que vous preniez en compte l'exposition et l'humidité du sol. Il faut en effet choisir les plantes en fonction de ce que vous avez à leur proposer et non pas l'inverse. Donc à vous de choisir les plantes qui sont adaptées aux conditions de culture que vous pouvez leur offrir. Bien, alors en gros, vous avez choisi l'emplacement de votre massif, vous savez où vous voulez le créer, donc on va pouvoir passer au point suivant. Un massif, en général, il est constitué de plusieurs plans. Donc vous avez un arrière-plan, vous avez un premier plan, et puis suivant la largeur de votre massif, vous avez également un plan intermédiaire. Alors ça paraît très évident, mais c'est important à prendre en compte quand vous allez installer les différents végétaux en fonction de l'espace qu'ils vont occuper, de la hauteur, des dimensions qu'ils vont prendre une fois qu'ils seront adultes. Alors tout à l'heure je vous disais de ne pas faire un massif immense, ne partez pas non plus sur quelque chose de trop rikiki pour plusieurs raisons. Déjà parce que vous allez avoir moins de place pour installer différentes plantes et créer quelque chose d'harmonieux. Et puis parce qu'en plus un petit massif il risque de faire un peu artificiel et un peu perdu au milieu de votre terrain. Alors bien sûr, il faut adapter la taille de vos massifs à votre terrain. Si vous avez un terrain qui fait 4000 m², vous pouvez bien sûr vous permettre de faire des grands massifs. Si vous avez un petit jardinet de ville qui fait 200 m², automatiquement, il faudra revoir ça un petit peu de façon à ce que ça puisse s'intégrer harmonieusement dans votre terrain. Concernant la forme du massif, c'est un petit peu en fonction de vos goûts. Alors vous avez les formes organiques qui sont des formes avec des courbes assez douces, des formes qui ressemblent un petit peu par exemple à un massif en forme de haricot. Donc ça ce sont des massifs qui ont un aspect très naturel, donc si vous voulez un jardin naturel, romantique, un peu du type des jardins anglais, c'est une bonne option. Attention quand même à ne pas faire des courbes trop serrées parce que quand il va falloir tondre, ça va être un vrai gymkhana qui peut être un peu problématique et qui va un peu vous saouler par la suite. Une bonne technique si vous voulez installer un massif et voir un peu le rendu, vous utilisez un tuyau d'arrosage que vous étendez sur le sol, ce qui vous permet de voir la forme, de l'ajuster, d'ajuster cette forme et ça vous donne déjà un premier aperçu de la forme générale et finale de votre massif. Une fois que vous avez mis votre tuyau, vous mettez un peu de farine par exemple, vous enlevez le tuyau et là vous pourrez commencer à préparer le sol. La préparation du sol, je vais y revenir. L'autre possibilité, c'est de partir sur des formes géométriques avec des lignes droites et des angles droits. Alors ces formes, on peut très bien les intégrer dans des jardins très contemporains avec des maisons, des bâtiments qui sont avec des lignes assez épurées. Donc ça peut très bien dans ce type d'aménagement. On en voit aussi beaucoup dans les jardins anglais, le long des ou des murs. Vous avez des grandes mix borders qui sont des grandes lignes droites qui sont garnies de végétaux et le rendu est quand même franchement sympa également. Donc là c'est vraiment vous qui allez choisir la forme de votre massif en fonction de vos goûts, en fonction de la forme de votre terrain. Si vous avez un terrain qui est tout en longueur, c'est pas la même chose que si vous avez un terrain qui
qui est plutôt arrondi. Plus tôt, je vous parlais des différents plans dans un massif, l'arrière-plan, le premier plan et le plan intermédiaire. Alors ça, vous avez différentes possibilités. Si vous mettez un massif adossé à une haie ou à un mur par exemple, automatiquement la partie qui sera vers la haie ou vers le mur, c'est l'arrière-plan, donc c'est là qu'on mettra les plantes les plus hautes. Ensuite vous aurez un plan intermédiaire et le premier plan sera celui qui sera au bord de la pelouse par exemple ou au bord de la terrasse. En revanche, si vous avez un massif qui est au milieu, isolé au milieu de votre jardin, c'est pas tout à fait la même chose. En effet, dans ce cas-là, le premier plan c'est le centre du massif, puisque le massif vous pouvez le voir de tous les côtés. Donc vous allez avoir un premier plan qui va être au centre, et puis de façon concentrique, vous allez avoir un plan intermédiaire, puis encore le premier plan. Donc là aussi, l'implantation et le choix des végétaux ne se fera pas exactement de la même façon. Bien, donc là on a choisi le lieu, on a choisi la forme du massif, donc on peut passer au point suivant. On ne se réveille pas un beau matin en se disant tiens j'ai une plante, je vais la mettre en plein milieu de mon gazon et puis je vais créer un massif. Non, un massif ça se prépare en amont. Cette préparation, elle passe bien sûr par la préparation du sol en lui-même. Alors là, vous avez différentes options qui vont être plus ou moins fatigantes, plus ou moins écolo, selon celle que vous allez choisir. La première possibilité que je vous propose, c'est la préparation par occultation. C'est-à-dire que vous allez mettre du compost éventuellement, si vous en avez c'est parfait, des cartons sur une bonne épaisseur, en les faisant se chevaucher un petit peu de façon à ce que l'herbe ne passe pas. Puis encore par-dessus, ça peut être des feuilles mortes ou ça peut être des tontes de gazon ou encore du compost. L'avantage de cette technique, c'est que non seulement vous ne dérangez absolument pas l'équilibre du sol, mais en plus vous apportez des matières organiques. Alors en fait, avec toutes ces épaisseurs, l'herbe va être étouffée et puis après vous allez avoir un sol qui va être quasiment prêt à être planté. Alors bien sûr cette technique est avantageuse parce qu'elle n'est pas fatigante, par contre il faut y penser un petit peu en amont, c'est-à-dire que vous n'allez pas le faire 15 jours avant, il faut plusieurs semaines voire plusieurs mois, on va dire 4-5 mois avant que vraiment le sol soit vraiment bien nettoyé. Donc au bout d'un certain temps, après avoir vérifié peut-être en soulevant les cartons dans quel état est la terre dessous, vous pouvez directement planter. Vous écartez un peu le paillis, vous mettez vos plantes en place, ou alors vous enlevez le paillis, vous griffez un peu le sol pour l'aérer, vous mettez vos plantes en place et vous replacez le paillis par-dessus. La seconde possibilité, c'est d'utiliser un motoculteur et de labourer le sol simplement. Alors bien sûr, c'est souvent contesté parce que ça bouleverse l'équilibre du sol. Alors c'est vrai, si vous le faites tous les ans au même endroit, la vie dans le sol, elle n'a pas le temps de se régénérer, de s'installer. Si vous le faites une fois sur un massif et qu'ensuite, par derrière, une fois que vous avez planté, vous amendez, vous amenez de la matière organique, l'équilibre du sol, il se recrée très rapidement et très facilement. Moi, je l'ai fait ici dans plusieurs massifs et je vous assure qu'il y a de la vie dans le sol, il y a des insectes, il y a des vers de terre, et quand vous avez une grande surface à faire et un terrain qui est lourd, et que vous n'avez pas le temps d'attendre avec le système d'occultation, d'attendre plusieurs mois, c'est une solution qui est vraiment tout à fait envisageable. Voilà, on le fait une fois, puis après on n'y touche plus, donc il n'y a pas de souci. La troisième possibilité à laquelle je pense, c'est le décapage, c'est-à-dire que vous allez prendre une bêche bien affûtée et puis vous allez racler la superficie de votre massif sur les premiers centimètres pour enlever l'herbe avec les racines. Là vous avez la terre qui est à nu. Ensuite il vous suffit de la retourner avec une bêche, de l'émietter, de la griffer un petit peu et votre sol est prêt. Alors l'avantage c'est que c'est aussi assez rapide, par contre c'est super fatigant. Alors l'excédent, l'herbe que vous avez, vous pouvez la mettre sur le tas de compost, retourner, donc c'est-à-dire l'herbe vers le bas, et vous laissez ça se décomposer tranquillement. Donc ça peut être une solution si vous n'avez pas de motoculteur et si vous n'avez pas le temps de préparer votre massif par occultation. Alors une fois que votre sol a été préparé mécaniquement, il faut aussi le préparer physiquement, alors éventuellement en amendant. Alors amender, c'est tout simplement apporter des matériaux, des matières qui vont améliorer la structure du sol. Alors déjà il faut connaître la nature de votre sol, ça c'est quand même super important de savoir quelle est la nature de votre sol et de prendre en considération plusieurs paramètres. En effet, votre sol il peut être plus ou moins argileux, plus ou moins sableux, plus ou moins limoneux. Il peut éventuellement être plutôt neutre, acide ou calcaire. Enfin, autant de paramètres qui vont être super importants quand vous allez choisir les plantes à installer, en plus de l'exposition dont je vous parlais tout à l'heure. Si vous voulez faire ces tests, vous pouvez très bien les faire chez vous. J'avais fait une petite vidéo, je vous mettrai le lien dans la description. Alors, c'est pas une méthode infaillible, mais ça vous donne déjà quelques indices sur le type de sol que vous avez. Une autre possibilité, c'est de faire appel à un laboratoire. Donc là, vous allez prélever à différents endroits de votre jardin, vous allez prélever des échantillons de terre que vous allez mélanger. Vous mettez ça dans un sac, vous envoyez ça au labo et il vous renvoie une analyse complète, bien souvent bien supérieure à ce dont vous avez réellement besoin pour jardiner. Mais là, par contre, vous êtes sûr de ne pas vous planter. Vous connaîtrez le pH exact, vous connaîtrez le taux d'argile, etc. S'il y a du potassium, s'il y a de l'azote dans votre sol, etc. Donc ça pourra vraiment vous permettre éventuellement de mieux corriger les manques de votre sol et puis de savoir exactement quels végétaux planter.
Alors cette analyse physique et chimique, elle coûte à peu près, on va dire 70-80 €. Vous pouvez en trouver sur internet. Vous pouvez trouver des sites qui vont vous proposer de vous envoyer un kit qui sera ensuite envoyé à un labo. Dans tous les cas, c'est vraiment une étape que je vous conseille de ne pas zapper. Bien connaître votre sol, ça va vous permettre de faire des économies, de ne pas acheter n'importe quoi comme plante et d'avoir des résultats qui sont vraiment sympas. Le choix des plantes est primordial en fonction du sol, de l'exposition, puisque c'est souvent de là que viennent les échecs les plus cuisants, parce qu'on a choisi une plante qui n'était pas adaptée. Il y a un adage d'ailleurs qui est bien connu des jardiniers, c'est la bonne plante au bon endroit. C'est simple et ça veut vraiment tout dire. Donc il y a différentes choses à prendre en considération quand vous plantez un massif. Déjà, le type de sol, je vous en parlais, est-ce qu'il est sableux, limoneux ou argileux par exemple, parce que tous ne vont pas se réchauffer à la même vitesse ou se refroidir de la même façon, tous ne vont pas retenir les éléments nutritifs de la même façon, ou l'eau de la même façon. Et puisqu'on parle de l'eau, justement, le drainage du sol est important. Vous avez des sols qui vont être particulièrement capables de retenir l'humidité. Alors en été, c'est super parce que vous aurez moins besoin d'arroser. Mais si en hiver, cette eau stagne, les plantes vont avoir les racines qui vont tremper dans l'eau, qui vont être asphyxiées et qui vont crever. A l'inverse, si vous avez un sol qui est très filtrant, très poreux, donc l'eau s'écoule très rapidement, en hiver, vous êtes peinard parce que les plantes ne vont pas avoir les pieds qui vont baigner dans l'eau. Par contre, en été, elles risquent de souffrir davantage de la sécheresse, donc ce qui vous obligera éventuellement à arroser davantage ou à choisir des plantes qui soient mieux adaptées à ces conditions de sécheresse. L'autre point important, c'est le pH, le potentiel hydrogène de votre sol, qu'il soit neutre, acide ou calcaire. Certaines plantes vont accepter de pousser uniquement si le sol est acide, donc un pH inférieur à environ à 6 on va dire. En revanche, il y a des plantes qui vont être plutôt calcicoles, donc qui vont avoir tendance à pousser dans les sols qui sont plutôt calcaires. Puis vous avez beaucoup de plantes qui poussent dans les sols neutres, qui vont accepter un peu de calcaire ou un peu d'acidité dans le sol. Voilà, mais c'est qu'il y a quand même une catégorie, il y a des catégories de plantes qui refusent de pousser dans certains types de sols. Toutes les plantes qu'on appelle les plantes de terre de bruyère, les vraies plantes de terre de bruyère, vont avoir du mal à pousser dans les sols qui sont calcaires par exemple. Autre point super important quand vous choisissez une plante, c'est sa rusticité, c'est-à-dire sa capacité à résister au froid en hiver. Alors la résistance au froid, elle va varier vraiment énormément d'une plante à une autre. Il y a des plantes qui, dès qu'on passe en dessous des 0 degrés, va crever. Certaines même qui sont un peu plus tropicales peuvent mourir dès qu'on descend à 5 degrés. En revanche, il y en a qui sont capables, de par leurs origines montagneuses par exemple, de supporter des températures de moins 25, moins 30 degrés sans aucun problème. La rusticité, elle va aussi dépendre de votre sol. Je vous l'ai dit tout à l'heure, un sol qui est gorgé d'eau en hiver, automatiquement ça limite la rusticité d'une plante, alors que si le sol est plutôt drainé, votre plante elle pourra peut-être supporter 2 ou 3 degrés de moins que dans un sol qui lui va être gorgé d'eau. Le vent peut aussi être un élément déterminant. Une plante qui était protégée, dans un coin un peu protégé, abrité du jardin, qui ne sera pas soumise au vent, aura sans doute moins froid qu'une plante qui est exposée à tout vent. C'est la même chose pour nous, hein. Dès qu'il y a du vent, les températures ressenties chutent, les plantes elles subissent ça de la même façon. Et en plus le vent est asséchant. Donc en été aussi, le vent peut augmenter les problèmes de sécheresse. Dernier point essentiel quant à la bonne plante au bon endroit, c'est l'exposition. Alors il y a certaines plantes qui sont bâties pour être en plein soleil, pour cuire au soleil, ça va leur poser aucun souci, elles vont même être beaucoup plus à l'aise dans ces conditions-là. D'autres plantes qui vont avoir besoin d'être complètement à l'ombre, parce que dès que vous allez mettre au soleil, le feuillage va griller, ou le sol va s'assécher, c'est pas facile à dire, trop vite pour elles. Et puis il y a aussi énormément de plantes qui vont accepter d'être ce qu'on appelle à mi-ombre, c'est-à-dire d'être au soleil une partie de la journée, quelques heures le matin par exemple, ou quelques heures le soir, sachant que les plantes qui acceptent la mi-ombre, attention, c'est les heures les plus dures, hein, entre on va dire midi et 15 heures, qui peuvent leur poser le plus de problèmes, parce que c'est là que ça cogne le plus fort. Alors vous allez dire, ça fait beaucoup de critères. Oui, c'est sûr qu'au départ, quand on commence, on se dit ça fait beaucoup de choses à prendre en compte, mais si vous connaissez votre sol, l'exposition, etc., une fois que vous avez ces éléments en main, il vous suffit simplement, si vous allez chez un pépiniériste, de dire voilà, moi j'ai ce sol-là, j'ai à telle exposition, qu'est-ce que vous pouvez me proposer comme plante? Alors si c'est un pépiniériste sérieux, il ne va pas vous vendre n'importe quoi, il vous vendra une plante qui est adaptée. Autre possibilité, vous avez aussi sur internet des tas de sites qui vous permettent de faire des recherches multicritères. Vous pouvez taper le type de sol, l'humidité, l'exposition, etc. Et vous allez avoir classé parmi les arbustes ou parmi les vivaces par exemple, vous allez avoir une liste de plantes qui sont capables de pousser dans votre jardin.
Une autre possibilité, c'est bien sûr de discuter avec vos voisins, s'ils sont jardiniers, bien sûr, parce que s'ils ne jardinent pas, éventuellement, vous pouvez sympathiser avec et prendre l'apéro, mais ça ne va pas beaucoup vous aider pour aménager votre jardin. Par contre, s'ils jardinent, ils vont peut-être pouvoir vous dire un peu ce qui fonctionne dans votre coin. Bien, alors maintenant qu'on a tous ces éléments en clé, on va essayer de voir comment on peut rendre votre massif le plus beau et le plus intéressant possible tout au long de l'année. Bien entendu, les conseils que je vous donne dans mes vidéos, ce sont des conseils qui sont dictés par mes goûts et mes influences à moi. Voilà, c'est pas parole d'évangile. Peut-être que d'autres vous donneront d'autres conseils parce que leurs goûts sont différents. Donc, si vous regardez les différentes vidéos, vous verrez un peu à quoi ressemble mon jardin. Ici, c'est un jardin qui est plutôt naturel, romantique. Donc, si vous aimez ce type de jardin, peut-être que ces conseils pourront vraiment vous aider. Première chose à laquelle vous devez bien sûr porter attention, c'est la hauteur et la taille des végétaux. Vous avez des végétaux qui sont des végétaux couvre-sol très très bas. Vous avez des végétaux comme des arbres qui peuvent devenir très très grands. Donc bien sûr, on se renseigne avant sur la taille adulte des plantes qu'on souhaite acquérir. Puis après, on va les disposer en fonction des plants du massif, comme je vous en parlais plus tôt. Donc les plantes les plus grandes, on va généralement les mettre à l'arrière. Puis on va mettre des plantes de hauteur intermédiaire. Et puis au premier plan, on va mettre les plantes basses et les couvre-sols. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'il faut jamais mettre de plantes plus basses au milieu d'un massif ou à l'arrière d'un massif, tout simplement parce qu'en hiver, beaucoup de végétaux perdent leurs feuilles, deviennent transparents, et donc du coup, si on peut installer quelques plantes qui vont avoir un intérêt particulier en hiver, par exemple. On peut penser à tout ce qui est bulbes, les crocus, on peut penser également aux perce-neige, on pense également aux élébores, qui sont des vivaces à floraison hivernale. Elles sont en fleurs d'ailleurs en ce moment, donc elles fleurissent au milieu des massifs. On en profite, donc ça égaye le massif pendant la saison un petit peu moins sympa. Et puis une fois que les autres végétaux remettent leurs feuilles, reprennent leur végétation, fleurissent, etc., elles seront masquées derrière, mais à ce moment-là, elles n'ont plus vraiment le même intérêt, donc c'est pas grave. En plus, elles sont abritées par l'ombre des arbres alentours, donc c'est une solution tout à fait envisageable. On met des plantes basses devant pour la belle saison, mais on en met aussi au milieu ou à l'arrière des massifs, de façon à ce que le massif reste intéressant toute l'année. Dans le même esprit, on peut envisager de planter des plantes qui soient un peu plus hautes devant des plantes plus basses, tout simplement parce qu'elles ont une certaine transparence, une légèreté qui fait que ça ne va pas bloquer le regard. Je pense par exemple aux verveines de Buenos Aires qui sont des vivaces très graphiques avec des tiges très fines, sans beaucoup de feuilles, quasiment sans feuilles, avec des petits pompons violets au sommet. Ça fait des verticales mais qui laissent passer le regard. Donc on peut quand même voir, on imagine des fleurs mauves avec derrière un arrière-plan qui soit jaune, même s'il est un petit peu plus bas, ça fonctionnera très bien. Je pense également par exemple à une graminée, la stipe géante, qui fait une touffe à peu près au ras du sol. C'est pas au ras du sol, mais elle n'est pas très haute. Par contre, quand elle développe ses épis, ça peut faire 1,80 m, 2 m. Mais là c'est pareil, c'est très léger, très aérien, et ça peut créer des verticales, des ponctuations qui sont vraiment sympas au milieu des massifs. Alors bien sûr, vous éviterez de planter une plante plus basse derrière une plante plus haute si elles ont un intérêt à la même saison, parce que sinon celle qui est devant va masquer complètement celle qui est à l'arrière et elle va servir absolument à rien. Donc dans ce cas-là, on la déplace et on la ramène plutôt vers l'avant. Ou on évite de la planter dès le départ au mauvais endroit. La hauteur des plantes, c'est important donc pour les différents étages de végétation, mais la forme et la silhouette des plantes a également son intérêt et c'est le point suivant. Alors à moins qu'il s'agisse d'un parti pris et que vous recherchiez un but particulier, évitez de planter côte à côte des plantes qui ont toutes exactement le même port, parce que ça risque d'être un peu monotone, ça ne crée pas de surprise et on peut rapidement s'en lasser. Il y a énormément de pores différents chez les plantes et ce sont autant d'atouts dont on peut profiter pour créer un beau massif. Vous avez des plantes qui ont un port prostré, c'est-à-dire qui vont rester très basses, qui vont plutôt s'étaler, qui vont être plus larges que hautes. Il y en a d'autres qui vont adopter naturellement, sans avoir besoin d'être taillées, un port plutôt en boule. Il y en a d'autres qui vont avoir un port très érigé, très droit. D'autres qui vont avoir un port un petit peu en fontaine. Enfin, il y a vraiment énormément de possibilités. Donc à vous de jouer avec ça, d'installer par exemple une plante avec un port un peu en boule, un peu ramassé, avec une plante plus érigée à côté, et puis pourquoi pas derrière une plante avec un port un peu en fontaine, et comme ça vous jouez avec les différentes silhouettes, et ces différentes silhouettes elles se complètent et elles créent une harmonie qui peut être vraiment sympa. Si la taille de votre massif le permet, en particulier au niveau de la longueur, une bonne idée, ça peut être d'installer des plantes qui ont un port similaire. Alors ça ne veut pas forcément dire les mêmes plantes, ça peut être les mêmes plantes, mais ça peut être des plantes différentes qui vont avoir un port similaire. Par exemple des plantes qui ont un port en boule ou des plantes qui ont un port érigé que vous allez installer à différents endroits tout au long de votre massif. Ça va créer une cohérence, un rythme qui va dynamiser votre composition. Jouer sur la forme et les pores de vos végétaux, c'est pas le seul moyen de rendre votre massif intéressant, comme on va le voir pour le point suivant.
À ce stade, vous avez donc choisi des plantes qui ont des pores et des formes différentes, et ça c'est un super bon point. Par contre, il faut aussi jouer sur les feuillages. Pourquoi les feuillages? Parce que si vous avez que des végétaux avec des petites feuilles qui se ressemblent, vous avez beaucoup de monotonie et ça devient très vite ennuyeux. Il se trouve que les plantes nous offrent un graphisme assez incroyable au niveau de leur feuillage. Déjà au niveau de la forme de la feuille, vous avez des feuilles qui sont allongées, des feuilles qui sont plutôt en forme de cœur, des feuilles plutôt lobées, des feuilles palmées, enfin vous avez différents types de feuilles qui permettent de créer justement du dynamisme et d'attirer l'œil dans votre massif. Alors vous avez des associations qui fonctionnent très bien, par exemple les grandes feuilles avec les petites feuilles, les formes allongées avec les formes plus rondes, voilà, ça crée des contrastes sympas. Vous avez aussi des feuilles qui ont des bords dentelés et des feuilles qui ont des bords lisses, donc là aussi ça crée un dynamisme qui est intéressant. Et chaque plante, elle joue comme ça son propre rôle, tout en mettant l'autre en valeur par effet de contraste et d'opposition. Et vous avez des compositions comme ça qui peuvent être très très sympas, uniquement d'ailleurs avec des feuillages. Au-delà de la forme des feuilles, vous avez aussi la texture des feuilles qui peut être très intéressante. Certaines ont des nervures très très marquées, d'autres vont avoir un feuillage qui va être un peu piquant, d'autres vont avoir un feuillage qui va être très duveteux, très doux au toucher, d'autres qui vont avoir des feuilles qui sont plutôt lustrées, brillantes. Enfin là encore, vous avez énormément de possibilités pour bien vous amuser. Alors oui, je passe assez vite sur certaines choses parce que sinon la vidéo va faire 2h30. Le but c'est simplement de vous alerter sur la possibilité que vous avez avec plein de paramètres différents de créer des massifs sympas. Alors donc on peut faire un massif uniquement de feuillage, des feuillages verts, mais pourquoi ne pas jouer aussi sur la couleur? Et ça en général quand on aime le jardin, on aime également la couleur. Et c'est justement le point suivant. Alors quand je parle de jouer sur la couleur, c'est pas uniquement la couleur sur les fleurs, c'est la couleur sur les fleurs, mais également sur les feuillages. Quand j'ai commencé le jardinage, j'ai fait comme beaucoup de personnes, j'imagine, j'ai mis beaucoup d'annuels. Pourquoi? Parce que les annuels, ça pousse vite, c'est facile à faire pousser, on peut le faire même à partir de graines, ça pousse très vite, ça fleurit généreusement. Donc on a un décor qui est très sympa, mais qui est très sympa quelques mois dans l'année, parce que tous les ans ça meurt, et tous les ans en plus il faut les remplacer, donc ça veut dire qu'il faut repenser son massif chaque année. Alors les annuels j'aime bien, je vais en mettre éventuellement à certains endroits de mon massif pour compléter un trou, pour apporter une petite note colorée ici et là, mais il ne faut pas raisonner uniquement à base de plantes annuelles. Même chez les plantes vivaces et chez les arbustes, la floraison elle est quand même assez éphémère si on met le jardin en perspective sur une année entière. Alors certaines plantes vont avoir une floraison assez courte, de l'ordre de 2-3 semaines, d'autres vont être capables de fleurir quasiment 6 mois de l'année, du mois de mai on va dire jusqu'au mois d'octobre. Je pense par exemple au géranium Rosanne. J'avais fait une vidéo d'ailleurs sur 5 vivaces à très longue floraison qui en plus étaient rustiques, résistantes à la sécheresse. Je vous mettrai également le lien dans la description. Mais dans tous les cas, une floraison qui dure toute l'année, 12 mois sur 12, sur la même plante, j'en connais pas, sinon j'en aurais au jardin. Donc il faut jouer sur d'autres facteurs que uniquement sur les fleurs. Et c'est là que les feuillages prennent toute leur importance, parce que contrairement à une floraison, un feuillage dure beaucoup plus longtemps. Alors si ce sont des feuillages persistants, c'est-à-dire qui restent sur l'arbre ou sur l'arbuste toute l'année, vous aurez ce feuillage toute l'année, sachant qu'il peut même changer un petit peu de teinte et de couleur en fonction des températures et des saisons. Et puis sur les feuillages caducs qui vont tomber à la fin de l'automne et en hiver, vous avez des plantes qui vous offrent des coloris assez incroyables. Certains vont avoir un coloris particulier au printemps. Je pense par exemple aux érables du Japon qui peuvent avoir des jeunes feuillages printaniers qui sont absolument super beaux. Ensuite la couleur est différente en été. Et puis en automne à nouveau vous avez des coloris qui sont absolument somptueux. Donc il faut jouer, il faut absolument utiliser les feuillages. Ça vous permet de créer de l'intérêt sur une très très longue période. D'ailleurs, si je devais vous donner un conseil aujourd'hui, j'aurais peut-être pas donné il y a 20 ans, mais aujourd'hui, le conseil que je vous donnerais, c'est penser feuillage avant floraison. Commencez par installer une base de feuillage intéressant, en jouant sur tous les paramètres qu'on a vus précédemment, et puis ensuite, éventuellement, bien sûr, on va insérer dans ce tableau, on va insérer des floraisons qu'on trouve sympas ou qu'on trouve particulièrement parfumées. Moi, j'ai beaucoup de fleurs aussi au jardin. J'ai pas que des feuillages, mais j'en installe de plus en plus. Comme pour les fleurs, les feuillages peuvent offrir une infinité de teintes différentes. On a des feuillages qui sont presque blancs, d'autres qui sont presque noirs. On a des feuillages pourpres, rouges, jaunes. On a des feuillages qui sont panachés ou qui ont plusieurs couleurs donc sur les limbes. Enfin, il y a une palette qui est vraiment incroyable. Si vous prenez le temps de rechercher un petit peu, vous allez voir qu'il y a des choses qui sont absolument hallucinantes.
Attention quand même à pas tomber dans l'excès inverse, c'est-à-dire à vouloir mettre trop de couleurs différentes, parce que là ça risque de créer un kaléidoscope qui va fatiguer un peu l'œil, qui va agresser l'œil et qui va pas forcément être agréable à regarder. Alors sur le moment on peut se dire waouh, et puis au bout de 15 jours, 3 semaines, on se dit ouais, c'est trop, c'est too much, donc il faut peut-être choisir moins de couleurs et les associer de façon à ce qu'elles s'accordent les unes avec les autres. Par exemple, on peut, en partant simplement sur le vert, on peut prendre des verts clairs et des verts foncés. Déjà, ça va créer un contraste qui est vraiment intéressant. Et puis au milieu de ça, on peut insérer des feuillages pourpres, des feuillages plutôt jaunes, des feuillages panachés pour justement créer un peu de surprise, un peu de relief et rendre le tout un petit peu plus dynamique. Les feuillages gris sont aussi super intéressants. Pourquoi? Parce que les feuillages gris, en fait, le gris c'est une couleur assez neutre qui va avoir comme fonction de lier les autres couleurs entre elles, de mettre en valeur certaines couleurs ou au contraire d'adoucir un peu les coloris trop flashy. Donc c'est vraiment très intéressant. En plus, il y a beaucoup de plantes qui ont des feuillages gris qui ont la capacité de bien résister au manque d'eau, à la sécheresse. C'est une particularité de beaucoup de plantes à feuillage gris. Les feuillages panachés sont super intéressants. Donc panaché, ça veut dire que vous avez en général deux couleurs, souvent c'est du vert avec du blanc ou du crème ou du jaune. Donc ça c'est vraiment intéressant parce que ce sont des plantes qui vont apporter beaucoup de lumière. Il y en a beaucoup qui vont à mi-ombre par exemple, donc les endroits où à l'ombre, des coins où il n'y a pas énormément de lumière naturelle, mais en mettant des plantes panachées, vous allez apporter justement cette lumière qui manque. Alors là aussi, faites attention à ne pas mettre que des plantes panachées parce que ça risque au bout d'un moment d'être trop et de fatiguer l'œil une fois de plus. Dans le doute, peut-être que le mieux c'est de s'orienter vers donc un nombre de coloris assez limité, mais en jouant sur les différences de teintes. Donc vous pouvez par exemple jouer sur des camailleux de bleu, de mauve, de rose. Vous pouvez éventuellement aussi partir sur des couleurs plus chaudes, de l'orange, du terracotta, du jaune. Voilà, donc des couleurs qui vont rester un petit peu dans le même spectre. Ou alors jouer sur des contrastes, sur des couleurs complémentaires pour créer justement des effets de surprise et du dynamisme à nouveau. C'est vrai que j'utilise souvent le mot dynamisme, mais parce que je trouve ça sympa aussi d'avoir des massifs qui attirent l'œil sans le fatiguer. Donc c'est tout un jeu entre trop de couleurs ou pas assez de couleurs. Bon, ça après, petit à petit, on peut déplacer une plante si on estime que finalement elle va pas à cet endroit-là. Donc lancez-vous, n'hésitez pas. Ne partez pas sur trop de couleurs différentes, mais osez quand même jouer un petit peu sur les teintes. Et puis comme je vous le disais, quelques plantes par exemple à feuillage gris, ça va avoir tendance à apaiser un petit peu les mélanges un peu trop flashy. Donc on va jouer sur les pores, sur les silhouettes, sur les tailles, sur les feuillages, sur les couleurs de feuillage, éventuellement sur les floraisons aussi. Et c'est là qu'on va commencer à se poser la question de savoir c'est quoi un jardin beau toute l'année. Et un jardin beau toute l'année, c'est un jardin qui va avoir quelque chose à offrir, quelle que soit la période de l'année. Aux 4 saisons, vous avez des jardins d'hiver qui sont absolument magnifiques. J'ai des coins du jardin, je vous montre quelques photos qui en hiver sont particulièrement colorés. Et la recherche, c'est justement d'essayer d'avoir un jardin qui soit sympa, vraiment 12 mois sur 12. Les plantes sont des êtres vivants qui calent leur cycle sur les saisons. Donc sélectionnez des plantes qui se compléteront et qui se relayeront au fil des saisons. La période de floraison, c'est un facteur à prendre en compte et croyez-moi, des fleurs, vous pouvez en avoir 12 mois sur 12 si vous choisissez bien vos plantes. Mais n'oubliez pas les feuillages dont certains vont se révéler vraiment magnifiques à certaines périodes de l'année. Les jardins peuvent par exemple être sublimes en automne avec les feuillages qui changent de couleur avec du jaune, du pourpre, de l'orangé, du rouge, complétés par exemple par des floraisons tardives comme les anémones du Japon, les astères, certaines bruyères, le plumbago, enfin voilà, vous avez des plantes qui vont les compléter. Et puis en hiver, vous allez avoir d'autres choses, vous avez plein de surprises en hiver, vous avez des bois colorés, vous avez des floraisons, vous avez les élébores par exemple qui fleurissent en hiver, vous avez en arbuste, vous avez le daphné, enfin vous avez plein de possibilités pour que finalement, moi c'est ce qui se passe au jardin, j'attends en fait chaque saison avec impatience parce que je sais qu'il y a des nouvelles choses qui vont arriver et dont je ne peux profiter qu'à ce moment de l'année. Et ça me donne envie en fait de faire le tour du jardin en toute saison. Je suis pas au jardin uniquement au beau jour, je suis au jardin toute l'année et je fais régulièrement mon tour des lieux en m'émerveillant devant les nouvelles plantes qui à chaque saison m'apportent un peu de couleur et un peu de bonheur.
D'ailleurs, si vous voulez voir des très beaux jardins en hiver, si vous voulez vous faire une petite idée de ce que peut être un beau jardin en hiver, une saison à laquelle on ne pense pas forcément quand on se lance dans le jardinage, je vous invite à feuilleter le livre de Cédric Paulet, Jardin d'hiver, une saison réinventée. Il a fait des photos magnifiques de jardins qui sont absolument superbes en cette saison. Bien, alors vous avez pris des notes, vous avez noté tous les paramètres importants, vous avez choisi vos plantes, et la question suivante, c'est que vous allez vous demander peut-être comment mettre tout ça en place, comment positionner les plantes les unes par rapport aux autres, et c'est ce qu'on va voir dans le dernier point de cette vidéo. On se demande souvent à quelle distance planter une plante par rapport à une autre plante. Alors là, vous avez plusieurs écoles. Il y en a qui vont planter très serré parce que ça va limiter la pousse des mauvaises herbes. D'autres qui vont planter plus espacé pour laisser à chaque plante la possibilité de s'épanouir complètement. Alors, il n'y a pas vraiment de règles. Moi, c'est vrai que je plante assez serré parce que ça me permet en plus d'avoir plus de plantes et donc de profiter de plus de plaisirs différents. Mais dans tous les cas, pensez quand même à vous renseigner sur les dimensions de vos plantes. Si vous mettez deux plantes qui ont un très gros développement trop proches l'une de l'autre, elles vont finir par se gêner et vous risquez d'avoir à en supprimer une des deux, ce qui serait quand même assez dommage. D'autre part, si vous plantez trop serré, l'air va pas bien circuler et si l'air circule mal, ça peut favoriser l'apparition de maladies cryptogamiques, des champignons, des choses comme ça, alors qu'un massif qui est bien aéré va être souvent un petit peu plus sain ou en tout cas moins de risque de choper des maladies. Alors certaines erreurs peuvent être corrigées facilement, d'autres ça va être bien plus compliqué. Le choix de l'emplacement doit être vraiment primordial quand vous pensez à des arbres, parce qu'un arbre, une fois qu'il est adulte, vous ne pouvez plus le déplacer, donc vous serez obligé de le couper. Sur les arbustes, ça peut être aussi le cas, bien qu'on puisse à certains moments déplacer des arbustes, les transplanter, en particulier quand ils ne sont pas trop âgés, mais c'est un peu dommage d'avoir à refaire le boulot et puis de ne pas avoir réfléchi en fait à long terme en plantant ça trop près ou au mauvais endroit. Concernant les vivaces et les graminées, c'est bien moins problématique parce que ça se déplace beaucoup plus facilement. En plus, certaines vivaces ou certaines graminées gagnent à être retirées du sol et divisées de façon à les régénérer, à ce qu'elles soient de nouveau plus florifères ou parce qu'en les divisant, ça vous permet facilement d'avoir de nouveaux pieds que vous pouvez installer ailleurs pour agrandir votre jardin ou créer un nouveau massif ou éventuellement en offrir à de la famille ou à des amis. Dans tous les cas, moi je vous conseillerais vraiment dans un premier temps d'installer l'ossature du jardin, c'est-à-dire les arbres et les arbustes. Et ensuite vous pourrez compléter avec des vivaces, des graminées et des bulbes. Concernant les distances de plantation, une bonne base de départ, ça peut être de considérer les dimensions adultes de l'arbre, en particulier au niveau de la largeur, de façon à faire un petit calcul assez simple. Si par exemple vous avez une plante qui fait, à l'âge adulte, qui fait 3 mètres de large et sa voisine qui fait 2 mètres, vous additionnez 3 plus 2, 5, vous divisez par 2, ça vous donne 2,5, ce qui veut dire que le premier pied doit être espacé de l'autre de 2,5 mètres. Donc ça permet à chaque plante de bien se développer, elles vont se rejoindre mais sans se gêner. Alors ça c'est bien sûr dans le cas où les plantes ont à peu près la même silhouette, mais si vous avez un arbre par exemple avec un tronc qui est assez dégagé dans sa partie inférieure, vous pouvez très bien planter des arbustes ou des vivaces beaucoup plus près du pied, puisque de toute façon le développement ne sera pas gêné, parce que l'arbre en haut il peut faire 10 mètres de large, mais en fait le tronc lui va faire 80 cm, donc vous avez largement la place de planter au pied. Alors anticipez-le parce qu'une fois qu'un arbre est en place, si vous commencez à creuser, il faut planter entre les racines, vous risquez de les blesser, vous risquez de ne pas réussir à trouver l'emplacement disponible. Donc essayez peut-être de le faire, en tout cas pour tout ce qui est arbre et arbustes, de le faire assez tôt, de façon à ce que les plantes puissent pousser les unes dans les autres et trouver leur équilibre de cette façon. Contrairement à l'aménagement intérieur, si vous faites venir un décorateur d'intérieur chez vous, il va vous refaire les cloisons, il va vous repeindre les murs, vous mettre de la déco, etc. Et dès qu'il vous livre le chantier, vous avez quelque chose qui est tout de suite sympa à l'œil, vous avez le résultat final tout de suite. Nous, on travaille avec du vivant. Donc, qui dit vivant dit évolution. Il faut que les plantes aient le temps de grandir, de s'épanouir. Donc, au départ, en effet, un massif qui est tout jeune, il peut paraître vide, il peut paraître triste. On peut se dire, voilà, ça donne pas grand-chose. Beaucoup de plantes vont demander 2-3 ans minimum pour commencer vraiment à prendre de l'ampleur. Donc, la patience, c'est quand même la qualité numéro 1 du jardinier. Ne soyez pas trop pressés.
Voilà, éventuellement les trous, vous pouvez les combler comme je vous le disais tout à l'heure avec des annuelles pour créer un peu de volume les premières années, et puis petit à petit, au fur et à mesure que les plantes grandissent, vous avez de moins en moins d'espace vide, et puis au bout d'un certain temps, vous avez un massif qui a vraiment pris de l'ampleur et qui se révèle dans toute sa beauté. Comme on parle de plantation, il est aussi légitime de se poser la question, et on me la pose souvent, à quel moment faut-il planter ? Concernant les plantes qui sont vendues en pot, en container, celles-là vous pouvez les planter quasiment toute l'année, hors période de gel, donc quand le sol est gelé, on ne va pas commencer à creuser pour planter, mais sinon vous pouvez les planter à peu près n'importe quand, sachant bien sûr qu'en été, quand il fait très chaud, les plantes vont avoir beaucoup plus de mal, surtout avec les étés qu'on a, donc il faudra être très vigilant sur l'arrosage. Pour le reste, la meilleure période, ça reste quand même l'automne, parce que c'est une période où le sol est encore réchauffé, où on a de nouveau les pluies de saison. Donc vos plantes ont le temps de s'installer, de faire leur système racinaire, et donc elles seront à même d'affronter l'hiver et surtout le printemps et l'été suivant dans de meilleures conditions. Alors cela dit, si vous êtes dans une région où vous avez des hivers qui sont très froids, très humides, il serait peut-être bon d'attendre le printemps pour mettre en place certains végétaux. Mais voilà, donc automne de préférence, ou éventuellement le printemps, et puis le reste de l'année si le temps le permet, et si vous achetez des plantes qui sont conditionnées en pot. Dans tous les cas, arrosez toujours après la plantation, donc soignez le trou de plantation. J'ai fait plusieurs vidéos sur planter les vivaces, planter des bulbes, donc vous pouvez regarder sur la chaîne, vous verrez des petits conseils qui sont un peu plus précis. Mais dans tous les cas, pensez à arroser après la plantation, même s'il pleut, même si vous plantez et qu'il pleut, on arrose bien de façon à tasser la terre et à bien hydrater les racines, de façon à ce qu'elles puissent rapidement trouver leur place dans le sol. Alors je le rappelle, tous les points, tous les paramètres dont je parle dans cette vidéo, ce sont des généralités, des principes que je suis ici dans le jardin, avec les résultats qui sont tout à fait à la hauteur de mes attentes. C'est pour ça que je voulais les partager avec vous. N'hésitez surtout pas à visionner d'autres chaînes de jardinage qui vous donneront des conseils qui sont un peu complémentaires, à lire des livres sur le jardin, à lire des revues sur le jardinage, à regarder des émissions télévisées éventuellement, à discuter avec vos voisins s'ils ont un petit peu d'expérience dans le jardinage, à visiter d'autres jardins pour voir comment les autres font en posant des questions, et puis surtout à vous lancer. N'hésitez pas à vous lancer. Vous allez forcément à certains moments faire des erreurs, mais voilà, Rome c'est pas fait en un jour. J'ai fait aussi beaucoup d'erreurs quand j'ai débuté en jardinage, j'en fais encore, ça peut m'arriver parce que même si on fait attention à certains moments, on peut aller un peu trop vite, ou on peut ne pas faire assez attention à tel ou tel critère, même si aujourd'hui les erreurs sont quand même moins fréquentes dans mon jardin. Voilà, donc lancez-vous, faites-vous confiance et surtout faites-vous plaisir. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo. J'espère que son contenu vous aura plu. Alors ça a été des généralités, hein, mais après sur la chaîne vous allez trouver plein de vidéos avec des thématiques bien plus précises que je vous invite à visionner. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager cette vidéo. Et puis quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau sujet. Et bon jardinage. Ciao.